Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci infiniment d'être venus si nombreux à cet événement. Un vendredi soir en plus. Quel courage, bravo. Je suis Patrick Lamassoure, alias CAC, dessinateur de presse et président de Cartooning for Peace. L'association créée, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas déjà, l'association créée en 2006 par Jean Plantu, que je salue, ici présent, dans le but de faire, on va dire, trois grands types d'actions qui sont parfaitement résumés par l'événement auquel vous allez assister ce soir et les prochains jours avec les expositions. La première chose, c'est de parler, montrer du dessin de presse, en parler, le promouvoir, le mettre en avant, le dessin lui-même, évidemment, les dessinatrices et les dessinateurs, ce qui se fait au travers de conférences comme ce soir, au travers d'expositions comme vous pourrez les voir ici, et au travers de l'accompagnement de la pédagogie que nous faisons à partir du dessin de presse dans les écoles, dans les lieux de détention, et enfin d'accompagner les dessinateurs et dessinatrices de presse dans le monde qui sont menacés, quelle que soit la forme de la menace, qui peuvent aller de menaces, on va dire, simples, sur les réseaux sociaux par exemple, orales, purement orales, jusqu'à des menaces plus graves dont malheureusement nous serons amenés à discuter ce soir. Je voudrais remercier le Centre Paris Anime Jacques Bravo de nous accueillir, parce que sans eux, évidemment, on n'aurait pas pu faire cet événement. Et en particulier son directeur Yann Lebars et son adjointe Juliette Loiseau. Remercier la mairie de Paris et la mairie du 9e arrondissement aussi pour l'événement. Grâce à eux, vous allez donc pouvoir, en plus de la conférence de ce soir, participer au vernissage juste après. Donc quand ce sera terminé dans une heure et quelques, il y aura un vernissage, un petit verre juste derrière dans la salle d'exposition, où vous pourrez découvrir les deux expositions qui vont donc être là jusqu'au 10 février 2023. Une exposition Cartooning for Women, donc dessin de presse pour les femmes, qui a été faite en partenariat avec le ministère de la Culture et la Fondation Raja, qui a été inaugurée il y a un an durant le mois de l'égalité à Angers, et que vous allez pouvoir découvrir ici. Et une seconde exposition, celle-ci à caractère pédagogique, puisqu'elle est accompagnée d'un kit à destination des enseignants, c'est-à-dire tous les outils qui permettent, à partir de l'exposition, de travailler avec les élèves, qui est aussi quelque chose que Cartooning for Peace met à disposition des enseignants, qui s'appelle « Dessine-moi l'égalité des genres », c'est la première fois qu'il est présenté, vous allez le découvrir, et c'est fait en partenariat avec la Maison des Femmes de Saint-Denis, l'AMGEN et la région Grand Est. Je vais saluer d'abord l'AMGEN. Alors je crois qu'il y a certains de ses représentants qui sont là, Anne-Claire Denain, Driss Touille et leurs collaborateurs, parce qu'ils accompagnent non seulement... Les voisins, ils sont là. Merci beaucoup. Ils accompagnent non seulement le travail que nous avons fait sur ce kit, que vous pourrez voir, cette exposition, Dessine-moi l'égalité des genres, mais aussi globalement beaucoup, toute la partie pédagogique qui est colossale des activités de Cartooning for Peace. Donc vraiment, sans eux, on ferait beaucoup moins de choses. Je tiens à les saluer. Et puis saluer aussi la présence, et s'il veut, peut-être elle veut même venir nous dire un mot. Tous les textes de cette exposition et de ce kit ont été rédigés par Rada Hatem, qui est notamment, parmi les diverses activités, la fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Peut-être que vous voulez venir nous dire un mot quand même sur votre activité. Merci beaucoup. Oui, merci d'être là, effectivement. Alors, moi, ça a été un grand moment de plaisir parce que ça m'a obligée à sortir un petit peu de ma zone de confort. Ces écrits-là restent, ils vont circuler. Et on a mis un soin très assidu à ce que tous les mots sonnent justes, ne soient ni discriminants, ni critiques. Et ce n'est pas un exercice facile. Donc, je remercie toute l'équipe de Cartooning avec laquelle on a fait plusieurs allers-retours avant de se mettre d'accord sur ces textes. Et puis on a fait aussi beaucoup d'allers-retours pour choisir les bons dessins. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous apprécierez notre choix. Il n'était pas facile. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Rada. Et donc venons-en au fait, ce débat, cette discussion en tout cas, à laquelle vous allez assister, que nous organisons ce soir, alors évidemment avec le Centre Paris Anime, mais aussi avec un autre partenaire solide et ancestral, j'ai envie de dire, de Cartooning for Peace, qui est la Fondation Jean Jaurès, qui va même jusqu'à nous héberger dans une partie de ses locaux, c'est vous dire comme on est proche.
Et donc la Fondation Jean Jaurès, ce soir, sera présente à double titre pour animer cette discussion. D'abord par l'animation des débats, qui sera faite par Amandine Claveau, ici présente, qui est directrice de l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes de la Fondation. Et aussi par l'un des trois, alors pardon, du coup je vais commencer par le garçon, et par l'un des trois intervenants ce soir, Farid Vahid, qui lui est directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, de la Fondation. Et vous allez aussi entendre deux témoignages très importants. Nous sommes vraiment honorés de leur présence. J'insiste là-dessus. De Shakiba Dawood, qui est activiste afghane et militante féministe, et de Sana Hosseynpour, une consoeur, puisqu'elle est dessinatrice de presse iranienne. Voilà, donc des gens dont nous souhaitons honorer le combat ce soir à travers leurs témoignages, plus largement, vous l'aurez compris, d'honorer le combat de ceux qui, alors certes, ce que nous faisons nous aussi, dessinent, protestent, dénoncent les impostures, dénoncent les abus de pouvoir, dénoncent l'autoritarisme, à la petite différence que nous le faisons ici, dans un pays où on ne nous inquiète pas pour ça. En tout cas, moi, c'est mon cas. Alors qu'eux le font sur place, évidemment, au risque, avec des risques bien plus grands que ceux que nous encourons ici en France. Donc je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur d'être présents, et on va les écouter. C'est pour eux que vous êtes venus, pour eux et pour elles. Je salue, pour terminer, tous mes confrères et consoeurs dessinateurs, dessinatrices de presse qui sont là. Certains d'entre eux vont illustrer les débats pendant les discussions. Donc vous allez voir apparaître des dessins qui appartiennent à l'exposition, mais aussi des dessins qui sont faits en direct ce soir. Donc vous avez le droit de rire, malgré les circonstances. Ou si vous ne trouvez pas ça drôle, vous pourrez aller leur en parler juste après, dans le calme, bien entendu. Vous les retrouverez tous ensuite au vernissage, puisque par ailleurs, ils se prêteront à un exercice assez classique dans les manifestations de Cartooning for Peace, qui est le dessin d'une fresque en souvenir de cet événement. Voilà, j'en ai terminé, vous savez tout, et je passe la parole à Amandine. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais commencer tout d'abord par dire un mot de la Fondation Jean Jaurès, vous dire combien il était important pour nous d'être présents ce soir, de co-organiser cette conférence en partenariat avec Cartooning for Peace. Comme Kak l'a dit, on a une collaboration depuis maintenant de plusieurs années et que nous chérissons particulièrement. Évidemment, remercier aussi le Centre Paris Anime pour l'accueil de cette conférence. Je le disais, il était important pour la Fondation Jean Jaurès d'être présent ce soir et à plus d'un titre. Les questions internationales ont en fait présidé à la création de la Fondation en 1992, notamment pour aider les pays à la démocratisation des pays de l'ex-bloc soviétique. Et donc on poursuit ce travail aujourd'hui à travers l'analyse de la situation internationale que vous pouvez retrouver à travers des publications et des conférences. La Fondation Jean Jaurès, donc je le disais, c'est un engagement pour la démocratie dans le monde, mais c'est aussi, et ça va de pair, un engagement et un attachement viscéral à l'égalité de genre et à la défense des droits des femmes. Ce sur quoi on est particulièrement attaché, à travers également des publications et des conférences. Et donc c'était assez naturel pour nous, évidemment, d'être présents ce soir, compte tenu de la situation internationale. On le voit partout dans le monde, les droits des femmes et des filles sont menacés, sont attaqués, bafoués. Et donc l'ONU l'a indiqué d'ailleurs dans un de ses derniers rapports en septembre 2022. Il faudrait en fait quasiment plus de 3 siècles pour atteindre l'égalité de genre. Donc on le voit, les défis sont nombreux et les multiples crises qui sont à la fois politiques, économiques, sociales, écologiques, mais aussi sanitaires, ont accentué ces disparités. Ce soir, on va s'intéresser en particulier à la situation en Afghanistan et en Iran, évidemment à l'oppression dont les droits des femmes et des filles sont profondément impactés en raison de la répression respective de ces deux régimes. Et donc j'ai à mes côtés 3 intervenantes que je salue particulièrement, et évidemment on remercie chaleureusement de leur présence, et on le sait, Kak l'a dit, combien c'est important et difficile aussi au risque de votre propre vie et de vos proches. On va d'abord commencer par la situation en Afghanistan. Depuis la reprise de pouvoir des talibans en août 2021, on assiste
à un effacement des femmes et des filles afghanes dans la société, à la négation même de leur existence dans toutes les sphères de la société, puisqu'elles sont en fait confinées uniquement à la sphère du foyer. Je ne vais pas égrener toutes les mesures parce que la plupart d'entre vous sans doute les connaissent, mais voilà, le rétablissement du port du voile intégral dans l'espace public, l'obligation d'être accompagné par un homme qui fait partie de la famille dans l'espace public, l'impossibilité d'étudier dans le secondaire et aujourd'hui dans l'université, impossibilité quasiment de travailler. L'un des derniers secteurs où les femmes pouvaient encore travailler, les ONG nationales et internationales, les talibans refusent aujourd'hui aux femmes l'accès à ces emplois-là. Donc voilà, l'impossibilité aussi d'être soignée par des médecins hommes. Et donc pour en parler, je vais me tourner tout de suite vers vous, Shakiba Daoud. Vous êtes une artiviste afghane, comme vous vous définissez, une militante féministe. Est-ce que vous pourriez, en fait, tout d'abord nous présenter votre parcours, nous dire qui vous êtes? Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie Cartooning for Peace de m'avoir accueilli ce soir ici. Je remercie chaleureusement chacun d'entre vous qui est là pour m'écouter et de consacrer ce temps en fait à écouter une histoire triste, l'histoire de l'Afghanistan. En fait, il y a peut-être quelques personnes de mes proches qui sont là. Ces amis français, les gens qui m'ont aidé dans ce parcours à devenir artiviste ou artiste comptent énormément pour moi. Il y a deux femmes en particulier, dont Ariane Mouchkine et Annie Toulzad. Et il y a quelques jours, Annie Toulzad m'a envoyé un mail en me demandant à moi, parce qu'elle était directrice de mon école d'art. Et elle m'a accompagnée pour organiser une manifestation à la place République pour protester le massacre d'une femme qui a été brûlée vivante en plein centre Kaboul en janvier 2016, si je ne me trompe pas. Elle s'appelait Farkhonda. Et c'était, on va dire, 2016, on est au milieu entre la période de démocratie en Afghanistan. Je me présente à partir de ce moment-là où je suis entrée activement dans en tant que féministe et activiste qui a commencé dans une école d'art, dans la scène politique entre guillemets parisienne et trouver des camarades féministes. Farkhonda m'a rappelé l'histoire d'une comédienne afghane qui travaillait avec moi à l'époque au Centre culturel français de Kaboul, qui s'appelait Leila. Elle a été égorgée par les membres de sa famille qui étaient des talibans et jetée dans une puits. Et c'était à partir de ce moment-là qu'on a senti que notre troupe de théâtre était en danger et qu'on devait quitter l'Afghanistan. Donc on a tout fait pour partir et je me suis retrouvée du jour au lendemain en 2009 à Paris et j'ai décidé de quitter le théâtre pour trouver mon chemin, refaire de français d'abord pour apprendre le français, même si depuis plusieurs années que je suis là, je ne maîtrise pas encore la langue de Molière. Mais si. Mais je crois que la salle est d'accord. Je vais vous dire que je n'ai pas aucune légitimité d'être là. Et ma seule légitimité, ou la seule chose qui me permet d'être là,
de témoigner devant vous ou de parler d'Afghanistan, c'est le fait que je peux utiliser ou je peux m'exprimer en français. Sinon, parler en anglais ou en afghan, même avoir une interprète à côté, c'est chiant. J'utilise ce mot. Et je me dis, j'ai déjà participé à beaucoup de tables rondes et je sais que c'est très compliqué pour moi d'être concentrée de début jusqu'à la fin. Souvent, au milieu, je fais un petit sieste. Mais je vais essayer d'être drôle, comme c'est mon métier d'être comédienne. Et ne pas vous ennuyer. Alors, partons en Afghanistan. Vous êtes prêtes? On y va. Alors, ça fait 43 ans. C'est énorme. Je pense que c'était en 1998, non? L'arrivée des talibans, la première fois. Je pense que c'était 98 ou 95 peut-être. Vous voyez, je n'ai pas assez bien regardé les informations sur Google avant de venir. Mais à cette époque-là, les gens étaient tellement fatigués de la guerre, de la révolte des Moudjahidines pour comment dire, les gens étaient fatigués et ils ont accepté un régime théocratique comme les talibans. Ils sont arrivés avec des bonnes promesses, mais malheureusement, très vite, on a compris que ce qu'on imaginait, ce n'était pas le cas. Les droits de femmes, ça n'existe même pas. En fait, le jour où il y a eu l'exécution de cette femme voilée en plein centre de stade de foot à Kaboul, lorsque l'image était publiée ou qui était sur nos écrans, le monde s'est choqué. Les Américains ont décidé de débarquer en Afghanistan pour sauver le peuple afghan. On a dit waouh, c'est-à-dire que le monde réagit, il y a une communauté internationale. Mais aujourd'hui, après 20 ans d'exercice, je ne sais pas, ça n'existe pas ce nom, c'est un peu barbare. Exercice. Après 20 ans d'exercice de démocratie, on revoit les mêmes images. On ne voit pas une femme, non. On voit plusieurs hommes, plusieurs femmes qui sont exécutés dans le même stade, avec les mêmes conditions, peut-être pire, mais on ne réagit pas. Ça, c'est choquant, parce qu'on est devenu stérile. Pourquoi? Moi, je pense que l'Internet était une révolution. Les réseaux sociaux étaient une révolution. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement saturés, il y a tellement d'informations et de catastrophes du monde entier qui nous arrivent sur nos écrans tous les jours et qu'on ne peut plus, quand on voit les gens exécutés par balle ou je ne sais pas par quoi en plein centre du stade de Kaboul, ça ne nous choque pas. Hop, le suivant. Et ça, c'est dommage. Mais ce même Internet et les réseaux sociaux ont permis aux femmes afghanes de s'exprimer, de suivre ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire de se joindre à des combats universels. Lorsque MeToo a commencé et que ça a pris une ampleur mondiale, les femmes afghanes ont aussi suivi MeToo. Elles ont commencé à taguer les harceleurs, à les montrer et à dévoiler ce qui s'est passé au travail, au bureau, à la maison, avec leur père, leurs frères. Et je pense que c'était vraiment une expérience très, très intéressante
parce que ça a permis aux femmes afghanes d'avancer, de devenir plus progressistes, mais en même temps, les hommes afghans n'ont pas suivi le même modèle. Et plus les femmes prenaient de la place dans la société, plus les hommes afghans avaient envie de contrôler et ne pas laisser cette femme s'émanciper et s'échapper dans ses pas, dans la société. Ça, je l'appelle domination masculine. Et qu'aujourd'hui, en Afghanistan, la politique, ça veut dire le pouvoir, et garder le pouvoir à tout prix, c'est le résultat de domination masculine. Et le pouvoir, la politique aujourd'hui, ça veut dire le pouvoir, c'est tout. Et je dis, je pratique tout ce que je veux parce que je suis forte, parce que j'ai le pouvoir, parce que je suis homme. Et justement, Shakiba, on le voit, les femmes défient le régime en manifestant. On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la mobilisation de ces femmes qui prennent des risques énormes, de leur résistance? Vous l'avez dit, finalement, les hommes réagissent assez peu. On le sait que d'une certaine manière, ils sont eux-mêmes soumis aux mêmes règles vis-à-vis des talibans, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont en fait rendus responsables si les règles ne sont pas appliquées. Mais d'un autre côté, on a vu aussi leur mobilisation dans les universités en refusant de participer aux examens suite à la décision des talibans d'empêcher l'accès des femmes à l'université. Donc est-ce qu'il n'y a pas là peut-être un point, peut-être on espère de bascule, si les hommes se rallient à la cause des femmes? Alors, en fait, je voudrais parler de mots, d'abord, liberté, en persan on dit Azadi. Qu'est-ce qui nous amène à Azadi? C'est la révolution. Quand on n'est pas d'accord de notre condition de vie dans notre pays, on se révolte. Mais ça veut dire que la révolution, c'est le sommet de solidarité des peuples d'une nation pour arriver à la démocratie, à la liberté. En Afghanistan, je pense qu'on n'a jamais réussi à comprendre déjà ce que c'est la liberté parce qu'on s'est pris nous-mêmes, on s'est privé nous-mêmes de la liberté à cause de fondamentalisme. Et le fondamentalisme islamiste, pas n'importe quel. Et donc, les femmes afghanes, tout de suite, comme elles étaient en train d'exercer la démocratie, en plus, elles étaient bien parties. Hein. Il y avait des shows télévisés, il y avait vraiment à Los Angeles, à Kaboul, les filles qui dansaient partout à la télé, j'en rêvais même pas. Et tout de suite, elles ont réagi. Elles sont allées dans la rue pour manifester contre l'arrivée des talibans. Sauf que les hommes, après l'exfiltration des élites afghans à partir de 15 août, il restait quand même beaucoup de gens qui étaient importants, qui étaient des académiciens, des gens qui avaient travaillé dans les ONG. Ils étaient restés au pays, ils sont toujours là-bas. Donc, c'est-à-dire, ils ont vécu sous la démocratie, ils savent ce que c'est les droits humains, mais sauf que quand les femmes afghanes sont allées dans la rue, ils ne voulaient pas accompagner. Est-ce que je peux croire à ce qu'ils ont appris et pratiqué pendant toutes ces années ou pas? Ça, c'est la question que je me pose. Pendant 1 an et demi, ça a duré. Jusqu'à ce que la révolution iranienne se démarre. En fait, pendant 3-4 mois, depuis que la révolution iranienne s'est démarrée, on a vu des petits changements. Parce que, justement, les hommes iraniens sont dans la rue. Il y a eu déjà vraiment plusieurs dizaines de victimes parce que ces hommes voulaient défendre coûte que coûte
leurs femmes, les femmes iraniennes, et cela inspirait les hommes afghans en Afghanistan, pas n'importe lesquels, seulement les étudiants à l'université, les professeurs, entre guillemets, le milieu académique. Donc, ils ont refusé d'assister aux examens de fin d'année, passer les concours et tout ça pour mettre un peu de pression sur les talibans. Et je pense que c'est grâce à la révolution iranienne, parce qu'il y a eu un modèle, je ne dis pas un modèle de héros, tout simplement un modèle de résistant, un homme résistant. Donc, je ne parle pas de figure de héros, parce que on est, comment dire, à l'instar, ou on n'est même pas à l'instar, on est à l'époque de l'Internet, de gouvernance partagée et tout ça. Et en Afghanistan, on cherche toujours à troniser quelqu'un pour devenir notre héros. Voilà. Merci Shakiba pour ce premier tour d'horizon concernant l'Afghanistan. Je te remercie parce que tu as fait une transition parfaite sur la question de la situation en Iran, où on va maintenant s'intéresser. En septembre dernier, comme vous le savez, Mahsa Amini est donc morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour ne pas avoir respecté, soi-disant, le port du voile obligatoire dans l'espace public. Sa mort a provoqué, on le sait, une onde de choc, une vague de mobilisation inédite en Iran, au point qu'aujourd'hui on parle d'une révolution dont le cri de ralliement est femme, vie, liberté. Mais le régime ne s'arrête pas là, puisqu'il poursuit sa répression face à cette vague de mobilisation. Plusieurs ONG parlent de plus de 500 morts dans ces manifestations. On se doute que ce chiffre est malheureusement sans doute plus élevé. Environ 18 000 arrestations. Et là, dernièrement, la multiplication des condamnations à mort et des exécutions. Donc je vais me tourner d'abord vers Farid Vaïd. Tu es donc directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Est-ce que tu pourrais en fait nous présenter les éléments qui ont en fait concouru à cette révolution et aujourd'hui nous montrer aussi, nous expliquer l'implication particulière des femmes dans cette mobilisation? Oui. Donc bonsoir à toutes et à tous. Bon, je vais essayer d'être très synthétique oui. Sur un sujet difficile un vendredi soir. Donc je vais essayer d'expliquer en une dizaine de minutes. Après, n'hésitez pas à poser vos questions. On aura un échange après. Donc sur la situation en Iran, pour un peu mettre dans un contexte historique, parce qu'il faut quand même un peu prendre du recul pour comprendre ce qui se passe. Bon, déjà, la lutte des Iraniens pour la démocratie... Et ça date pas d'hier, ça date même pas de 1979. On peut au moins remonter à 1905, donc la révolution constitutionnaliste en Iran à l'époque des Rajars, où les Iraniens essayent d'imposer une constitution à la monarchie. Bon, on va pas faire toute l'histoire de l'Iran. En 1979, on parle effectivement de la révolution islamique. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait plusieurs familles politiques très différentes qui étaient impliquées dans la révolution de 79. Donc vous avez quand même les nationalistes, et des communistes et les syndicalistes, et effectivement les islamistes. Donc vous avez quand même une grande partie de la population iranienne qui fait la révolution. On ne va pas revenir sur les raisons de la révolution de 79, mais avec vraiment des tendances politiques très différentes. Bon, force est de constater très rapidement que les islamistes prennent le pouvoir en Iran, et la guerre Iran-Irak, ça n'a pas joué non plus en faveur des pro-démocraties en Iran. Donc très rapidement, les islamistes, en tout cas oui, les islamistes, non, persans, c'est un terme peut-être différent, mais les partisans d'une gouvernance islamique prennent le pouvoir en Iran et ils dégagent très rapidement les autres tendances politiques. Durant les années 80, vous avez des milliers de communistes, socialistes qui sont exécutés dans la prison en Iran. L'actuel président iranien joue un rôle assez important dans ces exécutions. Et les autres sensibilités politiques aussi sont au fur et à mesure mises de côté par les islamistes, par les mollahs qu'on les appelle en France, ou par les ayatollahs. Donc ils instaurent une gouvernance islamique, sauf que très vite, une grande partie de la population iranienne se rend compte quand même que la révolution dérive quand même
ces objectifs. Donc les Iraniens en 79, pourquoi ils ont fait la révolution? C'est quand même intéressant de savoir qu'en 79, l'Iran économiquement se portait plutôt bien, même s'il y avait des inégalités de classe très très profondes en Iran. Mais les années 70, en Europe, pour vous, c'était les chocs pétroliers. En Iran, c'était la fête, c'était la croissance économique. Donc économiquement, ça allait plutôt bien. Les Iraniens ont fait la révolution pour la démocratie. Il faut dire que Khomeini, quand il était ici en France à Neuf-le-Château, il avait quand même un discours très différent de ce qu'il a fait après en Iran. Donc bon, longue histoire, les Iraniens, à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion, durant ces 43 dernières années, de montrer leur désaccord avec le régime, ils l'ont fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à chaque fois qu'il y a des élections en Iran, même si maintenant on ne peut plus parler d'élections, hein, maintenant c'est plus une nomination, ça l'a toujours été, parce qu'il y a un conseil qui filtre les candidatures. En tout cas, dans la mesure du possible, entre le pire et le moins pire, entre le candidat du système, du guide, et le candidat un peu moins du système, les Iraniens ont toujours fait le choix de l'autre. Donc ils ont quand même toujours montré leur désaccord. Mais ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Ça a un long débat en Iran. Est-ce que le système est réformable ou non? Bon, aujourd'hui, la question est répondue. Je vais en revenir pourquoi. Après, vous avez des épisodes, au fur et à mesure, en Iran, de grosses manifestations. On a premièrement en 2009, vous vous souvenez peut-être, ce qu'on appelait le mouvement vert. Après l'élection contestée d'Ahmadinejad, vous avez des millions d'Iraniens dans la rue, encore de nature très différente avec ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque, c'était les grandes villes, c'était Téhéran, aujourd'hui aussi c'est Téhéran, je vais revenir, mais c'était, on va dire, les classes un peu plus aisées en tout cas, bourgeoises, libérales. Bon, ça restait en plus une dispute au sein de la République islamique. Donc les slogans, ça visait le guide et le régime, mais pas comme aujourd'hui. On a eu en 2019, on a eu des grosses manifestations en Iran. C'était à la suite de l'augmentation du prix du carburant. Donc là, c'était vraiment les classes très défavorisées, les régions périphériques en Iran. Répression sanglante, 1500 morts en quelques jours. Et c'est à la fin du mouvement. Aujourd'hui, ce qu'on vit en Iran, pour plusieurs choses, plusieurs éléments, c'est très différent des autres mouvements. Donc j'entends certaines personnes ou analystes en France qui disent que oui, mais de toute façon, à chaque fois, vous dites que c'est une révolution, mais ce n'est pas une révolution. Bon, premièrement, on n'est pas naïf. Hein. Je pense qu'aucun Iranien en septembre ne pensait qu'on allait avoir un changement de régime en 2 semaines. Les Iraniens connaissent mieux que tout le monde la nature d'une dictature religieuse. Donc une dictature religieuse, ils ne vous disent pas « Ok, on vous a entendu, on va partir ». Donc forcément, il y a une période de répression sanglante. Mais pourquoi on parle aujourd'hui de mouvement révolutionnaire? Parce qu'en fait, il faut comprendre que là, en Iran, même si ça se fait au fur et à mesure des années, c'est un long processus, on voit que beaucoup de tabous sont brisés et on est arrivé à un point de non-retour. Des tabous sont brisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand on voit des jeunes femmes de 17, 18, 19, 20 ans qui brûlent leur voile, il faut quand même comprendre le contexte en Iran. Le voile est obligatoire. Le fait de ne pas se voiler est un crime. Dans le code pénal iranien, c'est un crime. C'est pas un délit, hein, c'est un crime de ne pas se voiler. Et puni de... Bon, ils ont quelques options pour punir les femmes non voilées. Donc, on arrive à l'histoire de Mahsa Amini le 16 septembre. Il faut savoir que les Iraniennes, aujourd'hui, déjà, elles ne se voilent plus comme les années 80. Et elles ont pu, au fur et à mesure, elles-mêmes, avec beaucoup de courage, arracher un peu plus de liberté. Ce qui a choqué le 16 septembre, c'est qu'en fait, tout le monde s'est rendu compte de manière très tragique que ce n'est pas du tout un droit acquis et que le régime non seulement ne recule pas, mais en 2022, une jeune femme peut être assassinée, je cite, pour un voile mal porté. Donc voilà, Mahsa Amini, une jeune kurde de 22 ans qui se rend à Téhéran, capitale iranienne, qui fait 4-5 fois la taille de Paris, énorme ville. Et elle rentre chez elle, son cadavre qui rentre chez elle. C'est absolument tragique, ça touche des millions d'Iraniens. Et je trouve que c'est quand même très révélateur de ce qui se passe en Iran. Les Iraniens, les dernières années, ont quand même beaucoup de raisons pour manifester, pour être dans la rue, pour faire une révolte. On ne manque pas de crise en Iran, crise économique, et politique, et sociétale, et crise écologique majeure en Iran, avec une grosse crise de l'eau en Iran. Mais finalement, on voit que le mouvement est déclenché suite à l'assassinat de cette jeune femme. Donc pour revenir sur l'élément féministe du mouvement qui est... J'allais dire féministe et générationnel aussi, sans doute. Féministe, certes. Générationnel, c'est sûr que c'est les jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui, mais je pense qu'une grande partie de leurs parents, même leurs grands-parents, ne sont pas en désaccord. Ils sont inquiets. Et les exécutions, c'est aussi pour faire peur aux parents. On va revenir sur la question des exécutions. Mais je pense que pour le coup, il y a une énorme partie de la population iranienne qui est contre le régime actuel. Si demain on organise un référendum libre, le non, toutes les études le montrent, le gagnera assez facilement.
Mais effectivement, c'est les jeunes, même les très très jeunes qui sont dans la rue, des adolescents même, ou les étudiants, mais pas que. Mais c'est là que c'est intéressant. Donc c'est un mouvement féministe, avec le slogan que vous connaissez tous, Femmes, Vie, Liberté au centre du mouvement. Et là, ça touche vraiment en profondeur en fait de l'ADN du régime, vu leur réaction à la répression sanglante. Parce que pourquoi on dit que le mouvement est révolutionnaire? Parce que ça vise l'ADN de la République islamique. C'est quoi l'ADN de la République islamique? Vous avez les deux mots, hein, République islamique. Bon, il n'y a rien de républicain, mais c'est censé être islamique. Donc, comment ils montrent le côté islamique du système tous les jours dans la rue? C'est par le voile obligatoire avec les femmes. Donc, le voile obligatoire, c'est aussi la présence de l'État, de la dictature, de la République islamique, tous les jours dans le quotidien pour une femme. Et moi, je le raconte parfois, c'est un peu personnel, mais moi, je me souviens, ça m'avait absolument choqué quand, à 6 ans, j'avais vu ma sœur voilée parce que pour aller à l'école, elle devait se voiler. Donc le voile est obligatoire en Iran pour les filles dès l'âge de 6 ans quand elles vont à l'école et dès l'âge de 9-10 ans dans tout l'espace public. Ça ne veut pas dire qu'en dans l'espace privé, il n'y a pas eu des avancées. En fait, il faut quand même... C'est très nuancé. J'ai grandi en Iran, j'ai fait toutes mes années d'études en Iran, mais c'est toujours une lutte en fait quotidienne, tous les jours, entre la population et la jeunesse d'un côté, et le régime de l'autre côté. Aujourd'hui, en fait, ce qui n'est plus tenable, c'est ce paradoxe énorme entre une jeunesse, j'aime pas du tout le terme occidentalisé, mais en tout cas qui partage en grande partie nos valeurs pour la démocratie, la liberté d'expression, avec peut-être même des valeurs libérales, certainement même. Et donc oui, on peut, c'est pas exagéré de dire, c'est peut-être l'une des sociétés les plus occidentalisées, en tout cas de la région, et un régime, donc avec des valeurs complètement moyenâgeuses. Je veux dire, il y a des concepts juridiques en Iran, comme ces jeunes garçons qui ont été exécutés récemment en Iran. Ils ont été accusés de moharebe, ce qui veut dire, c'est un concept islamique qui est présent dans le code pénal iranien, ça veut dire faire la guerre à Dieu et son représentant. C'est ce qui est prévu comme punition pour le moharebe. Vous avez 4 punitions prévues dans le code pénal, c'est écrit noir sur blanc. Pendaison, crucifier la personne, l'exiler ou couper son bras droit et son pied gauche. Donc on est quand même face à ce système-là avec un code pénal comme ça. Et ça ne tient plus, parce que vous avez une jeunesse absolument éduquée et qui ne partage plus du tout ses valeurs. Mais le problème, c'est qu'une dictature religieuse, ça ne lâche pas l'affaire. Et justement, par rapport au contexte actuel de la multiplication des exécutions, comment toi tu vois les choses? Parce que c'est en fait un signal évidemment envoyé à aux vagues de mobilisation. Et est-ce que justement ça va faiblir ou pas? Ou est-ce que, au contraire, on le voit, le régime va jusqu'au bout des choses et donc exécute, et donc on peut s'attendre malheureusement au maintien et à la multiplication de ces condamnations à mort? C'est très difficile de prédire l'avenir, mais moi je suis Bien sûr, très optimiste pour l'avenir de l'Iran à long terme, moyen terme et long terme, parce que je connais l'histoire de mon pays, je connais les Iraniennes et les Iraniens, donc on voit ce qui se passe en profondeur quand même en Iran, au sein de la société. On voit la société civile qui bouge énormément, il bougeait depuis toujours, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on voit quand même les discours, les valeurs, le courage des militantes, des militants, ils sont prêts à tout, ils sont des milliers d'Iraniens qui sont emprisonnés aujourd'hui, on voit les célébrités, tout le monde en Iran prend position, ce qui était quand même pas anodin il y a encore quelques années, donc c'est pour ça que je sais que tous les tabous sont brisés. Je vais revenir après entre parenthèses sur les caricatures de Charlie, parce que je pense que ça s'inscrit exactement dans la même logique en fait, de briser des tabous. J'allais y venir. Voilà, je vais revenir sur ça. Sur les exécutions, dès le 16 septembre, on le savait que ça allait arriver, parce qu'en fait c'est un mécanisme qui se répète. Le ministre des Affaires étrangères iranien avait dit à New York, quelques jours après l'assassinat de Mahsa Amini, il avait dit avec beaucoup de cynisme qu'on a un savoir-faire en matière de répression. Donc voilà, c'est un mécanisme. Pourquoi ils exécutent? C'est là aussi que c'est quand même profondément cynique et tragique. En fait, ils prennent des personnes un peu, on va dire, des gens un peu marginaux, ils les exécutent sans aucune raison. Alors là, ils n'ont même pas eu, c'est même pas un tribunal, il n'y a pas d'avocat. Ils diffusent déjà les images en direct à la télé. Donc imaginez ce soir, vous êtes chez vous, au lieu de regarder le quotidien ou Arte ou
France 5 ou je sais pas, ou n'importe quelle autre émission, vous tombez sur un tribunal avec une condamnation à mort. Donc c'est quand même pour instaurer la peur. Hein, l'objectif, c'est d'instaurer un régime de peur et de terreur au sein de toute la population, pour faire peur aux jeunes, pour faire peur à leur famille. Donc la famille qui va dire à son gosse ou à sa fille, non, ne sors pas, t'as vu ce qu'ils font. Et juste une petite nuance, dans la loi en Iran, dans la loi islamique, normalement, la peine de mort, c'est réservé pour les violeurs, pour les trafiquants de drogue ou pour un assassin. Là, ce qui se passe en Iran, c'est qu'eux-mêmes, ils assument que les jeunes qui ont exécuté, ils ont tué personne. Ils les ont exécutés parce qu'ils auraient fait peur à la population en faisant ce qu'ils ont fait, en manifestant. Donc, ça renvoie quel message? En fait, ça envoie un message très concret à ceux qui manifestent, à celles et ceux qui manifestent en Iran, c'est dire, ne pense pas que tant que tu tues pas un basiji ou un force de l'ordre, tu risques pas ta mort. Le fait de participer à une manifestation, ça peut mener à une peine de mort. Donc forcément, si vous mettez à la place des jeunes en Iran, ça peut faire très peur. Mais bon, juste pour finir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les Iraniens continuent. Et donc, on peut avoir le sentiment que le régime est intouchable, qu'ils ne vont jamais tomber. Moi, je pense que c'est l'inverse. Ces exécutions montrent en fait qu'ils sont très fragiles. Et encore une fois, pour prendre l'histoire de l'Iran, j'ai jamais dit qu'ils vont tomber dans 2 semaines, j'espère dans 2, 3, 4 ans, j'en sais rien, je ne suis pas un prophète. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que regardez l'histoire de l'Iran. Des dynasties sont venues, sont parties, sont venues, sont parties, sont venues, sont parties. Bon, ils ne sont pas pires que d'autres grandes dictatures du XXe siècle. Un jour, ils tomberont aussi. Merci Farid. Je vais me tourner vers Sana Hossenpour. Vous êtes dessinatrice de presse iranienne auprès de nombreux éditeurs, journaux, magazines. Vous avez remporté des prix pour tout cela. Merci d'être parmi nous. On sait combien cela peut être risqué pour vous puisque vous retournez en Iran, que vous avez de la famille là-bas. Donc merci beaucoup de votre présence. Est-ce que vous pourriez nous présenter justement votre parcours, votre histoire et peut-être les raisons aussi pour lesquelles vous êtes en France depuis 7 mois, si je ne me trompe pas? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. En fait, moi, je parle du point de vue d'un artiste et c'est pour ça que je ne peux pas parler bien comme mes amis. Juste comme un artiste, oui, c'est ça. En fait, je dois dire que oui, je suis illustratrice et cartooniste et j'ai travaillé pendant 21 ans pour les magazines et les journaux en Iran. Et j'ai commencé mon travail depuis 21 ans quand j'ai 28 non, quand j'ai 18 ans, j'ai commencé mon travail et en fait, j'ai fini mes études dans le domaine graphique et après illustration. Et j'ai collaboré avec quelques magazines et les journaux en Iran comme Coloro et beaucoup de journaux qui est à gauche. Et aussi, oui, mais comme vous savez, il y a quelques années que il y a beaucoup de journaux qui ont été fermés en Iran, malheureusement. Et ce qui signifie que il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des experts maintenant sont en chômage. Et, oui, et c'est pour ça c'est très difficile la vie pour les journalistes, les artistes et qui est expert en Iran. C'est pour avant l'espace un peu plus ouvert. C'est pour ça on peut dessiner, mais il y a
beaucoup de censure. Et avant que on va commencer notre travail, nous nous auto-censurions, mais et on doit prédire qu'elles ouvrent avoir permis pour publier. Mais c'est très difficile pour les dessinatrices et pour les cartoonistes. Et malheureusement, il y a beaucoup de cartoonistes qui ont été arrêtés et prisonniers. Et beaucoup des artistes que sont forcés de quitter le pays, que maintenant il est très célèbre. Oui, je pense que ça suffit pour présenter moi. Oui, c'est ça. Et justement, vous êtes en France depuis avant le début de la Révolution. Oui. Vous continuez votre travail, vous continuez à dessiner depuis que vous êtes en France? En fait, je dois dire que la dernière œuvre que imprimée en Iran, le visage de Mahsa, que imprimé sur le journal Jahan Sanat, qui est maintenant fermé. Mais en fait, je ne peux pas trouver un travail maintenant ici. Mais oui, je suis ici parce que je ne peux pas continuer mon travail en Iran. C'est pour beaucoup de raisons, comme sanctions. C'est pour la condition fermée, limitation et restriction et la censure. Et en fait, je dois ajouter que quand il n'y a aucun journal en Iran. Et c'est pour ça on ne peut pas travailler dans un média et il n'existe pas aucun média opposition. C'est pour ça que les journalistes et les cartoonistes comme moi partageaient ces œuvres dans les réseaux sociaux. Oui, comme Instagram et quelque chose comme ça. Oui. Farid, j'aimerais te faire réagir parce qu'on l'a vu, des rassemblements ont eu lieu en réaction aux publications de caricatures de Charlie Hebdo dernièrement, des rassemblements devant l'ambassade de France à Téhéran. Justement, comment toi tu analyses les réactions qui ont eu lieu à ces manifestations et comment tu vois les choses par rapport à la relation France-Iran et la question de la liberté d'expression, du coup. Ok. Bon, il y a plusieurs questions dans la question. En fait. Sur la relation France-Iran, bon, relation extrêmement dégradée en ce moment, entre autres en raison des 7 Français qui sont détenus en Iran, il serait mieux de dire pris en otage, hein, vu leur situation, notamment Fahri Bordelkho, qui est donc chercheuse de Sciences Po Paris, qui est détenue en Iran, mais aussi de professeurs syndicalistes, hein, si je ne me trompe pas, qui sont aussi accusés. D'ailleurs, ils ont participé, ils ont été forcés de dire à la télévision iranienne qu'ils travaillaient pour la DGSE. Donc, pour dire la nature du régime en Iran. Sur les caricatures de Charlie, écoute, c'est déjà super intéressant de voir qu'à Téhéran, la manifestation des pro-régimes, c'est quelques dizaines de personnes, pas plus, hein, et on connaît comment ça fonctionne. Bon,
je ne dis pas qu'il n'y a pas des... Il y a une minorité fanatique, de moins en moins nombreuse d'ailleurs, mais qui soutient toujours le régime. Mais là, les personnes qui se sont rendues devant l'ambassade de France à Téhéran, rue Neuf-le-Château, dans le centre-ville de Téhéran, c'est que quelques dizaines de personnes. Donc ça montre qu'ils n'arrivent même pas à mobiliser. S'il leur reste une base, ils n'arrivent pas à mobiliser leur base, en tout cas pas pour cette raison-là. Pourquoi ? Déjà, les Iraniens, bon, le régime ne veut pas le comprendre ou ne le comprend vraiment pas. Et pour eux, il n'y a pas de différence entre Charlie et le gouvernement français. Donc dans leur narratif, ils accusent l'État français. Et ils disent que c'est tout à fait inacceptable et que l'État français aurait insulté le sentiment de millions de musulmans. Bon, c'est le narratif. Je pense que déjà les Iraniens, ils font la différence. Et de deux, je pense que, en toute sincérité, en tout cas quand je vois les réactions sur les réseaux sociaux, en grande partie, les Iraniens ont plutôt apprécié les caricatures. Ça a été beaucoup diffusé, rediffusé. Je pense que ça va faire rire beaucoup de gens. Et là où c'est comme très important de comprendre, parce que je disais tout à l'heure, ce qui se passe en Iran, c'est ces tabous-là qui sont brisés. Et une dictature religieuse repose sur ces tabous, sur des interdits. Le guide de la révolution en Iran, Ali Khamenei, c'est un tabou. Il est intouchable. On ne touche pas à lui. Pour revenir sur la liberté de la presse, il y a vraiment des toutes petites nuances qui donnent la liberté et qui donnent le sentiment qu'il y a peut-être une liberté en Iran. D'ailleurs, je rends hommage aux journalistes en Iran parce que c'est sur ces nuances-là qu'ils jouent et c'est super difficile ce qu'ils font. Et la plupart d'entre eux sont actuellement en prison, ceux qui avaient parlé de Mahsa Amini au début du mouvement. Mais en fait, le guide, il est intouchable. Pourquoi ? Parce que dans l'idéologie du régime, il a une légitimité divine, il représente Dieu et le prophète sur Terre à notre époque. Qu'est-ce qu'ils font les Iraniens aujourd'hui et les Iraniennes ? Quand ils brûlent leur voile ou quand ils jettent le turban d'un n'importe quel religieux dans la rue, en fait, c'est mettre en question, c'est même pas mettre en question, c'est dire en fait, vos tabous, vos lignes rouges, on n'en veut pas. Et c'est là que c'est intéressant les caricatures de Charlie, parce que c'est la même chose. Donc en fait, jusqu'à présent, on avait les images, c'est super intéressant d'Iran qui sortait ici en France, et là, avec les caricatures de Charlie, c'est les caricatures de Charlie qui partent de France en Iran, parce que ça a été diffusé en Iran, même physiquement, ça a été imprimé, ça a été diffusé, ça a beaucoup circulé sur les réseaux. Et si la République islamique et ses représentants sont tellement crispés, agacés, ils sont devenus absolument hystériques avec ces caricatures, ça montre du coup l'importance de ces caricatures-là. Donc moi, contrairement à... J'ai entendu quelque chose quand même hier soir sur une émission, sur France 5 qui m'a choqué, un politologue qui disait que c'est irresponsable de faire ça. Moi, pour le coup, l'inverse, je trouve que c'est irresponsable d'avoir peur et de céder au chantage, parce que c'est quand vous avez peur qu'ils continuent à le faire. Aujourd'hui, s'ils prennent en otage des Français, c'est parce qu'avant, pas que la France, ils avaient pris en otage des Irano-Britanniques ou d'autres nationalités, ça marche. Donc forcément, si vous leur donnez le sentiment que ça marche, ils continueront de le faire. Merci Farid. J'aimerais t'interroger, Shakiba, pour retourner en Afghanistan, sur les perspectives. Je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais comment toi tu vois les choses sur la façon dont la communauté internationale peut réagir, parce qu'on le voit bien qu'elle est à la fois tiraillée entre le fait de mettre en place des sanctions, couper un certain nombre de financements, et en même temps on sait que de faire cela, mais ça impacte en particulier les femmes et les filles. Et donc que peut faire la communauté internationale ? Très grosse question, je sais que c'est une très grosse question pour toi, mais comment toi tu vois les choses ? Est-ce que la mobilisation des femmes qu'on voit qui manifestent de manière extrêmement courageuse, tu penses que ça va se poursuivre, ou est-ce que malheureusement on va assister à un effacement complet et total de leur place dans la société ? Je te remercie pour la question, c'est très intéressant. Je pense que ce qu'on peut faire avant tout, c'est de ne pas faire ombre sur l'Afghanistan. Lorsque la guerre en Ukraine s'est démarrée, lorsque la révolution iranienne s'est démarrée, en fait, on a totalement oublié l'Afghanistan. Parce qu'aujourd'hui, le média travaille avec l'effet de buzz. Qu'est-ce qui fait le plus de bruit ? Qu'est-ce qui peut m'apporter plus d'audience ? Pareil, c'est devenu en fait comme les réseaux sociaux, comme l'Instagram. Même l'Instagram
et Facebook ont plus d'audience que certains journaux télévisés ou la presse. Donc voilà, ça c'est la saturation qu'il faut arrêter et il faudrait devenir ou soutenir un média ou un journaliste responsable. Ensuite, donner la parole aux gens, aux victimes et des personnes qui savent, qui connaissent très bien leur lutte et leur combat. Il faut trancher. Est-ce qu'on est contre les talibans ou pas vraiment, on veut réformer ou on est d'accord avec eux? C'est ces trois positions qui existent. Donc, moi, je suis par exemple contre, je m'affiche, je m'exprime frontalement et je dis que je suis contre les talibans parce qu'aucun système théocratique et fondamentaliste ne se réforme pas vraiment. Il cherche à contourner la question. Donc, vu que, en fait, le Coran ou la charia, comment dire, ont des positions antiféministes contre la femme, ses droits, comment on peut réformer ça? Est-ce qu'on peut toucher un texte sacré? Selon eux, non. Alors, il est hors de question de pouvoir, en fait, se mettre d'accord sur des choses voilà, très figées. Donc, par contre, en Occident, je sais que la communauté internationale a décidé quand même de soutenir ou de garder certains liens avec le gouvernement officiel, étant les talibans, parce qu'il y a des personnes qui sont victimes. Parce que les premières victimes d'une guerre, c'est les femmes et les enfants. Donc, en plus, la femme musulmane, la femme afghane, qui a un corps politique, tout de suite, dès que la guerre s'est déclenchée, on a vu les familles à solder leurs filles. Je vends ma fille pour pouvoir nourrir mes garçons. Hop là. Et ils ont commencé à, en fait, rendre à la mode à nouveau les mariages arrangés, les mariages forcés. Des jeunes filles, nouvellement arrivées à l'âge de puberté. Donc ça, c'est condamnable. Donc maintenant, je sais que l'Occident ne sait pas comment se justifier. C'est-à-dire que si on n'aide pas, d'un côté, il y a les plus faibles, les minorités et voilà, les marginaux qui souffrent, qui meurent, et de l'autre côté, si ils acceptent de faire frontalement, comment dire, ou de négocier, je ne sais pas, de changer de position, on va juger l'Occident. Voilà. Merci Shakiba. Pour retourner du côté de l'Iran, je me tourne vers Sana et Farid. Comment vous voyez les choses sur... c'est très difficile sans doute de répondre, mais sur l'évolution qui peut émerger, c'est-à-dire, on le voit, il n'y a pas réellement d'opposition structurée, en tout cas, il n'y a pas de leader particulier dans cette vague de mobilisation. Comment vous voyez les choses? Si Farid, tu veux répondre? Encore la question sur... c'est difficile de prédire, mais il y a une opposition. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une opposition. Il y a une grosse opposition à l'intérieur de l'Iran. Des militants, des avocats, des journalistes. Il y a quand même des gens très qualifiés, plus tard, pour prendre, comme tu dis, le leadership du mouvement. Il y a aussi beaucoup d'Iraniens à l'international. La diaspora iranienne est extrêmement active en ce moment sur ce qui se passe en Iran. Après, effectivement, il n'y a pas de... Oui, c'est vrai, il n'y a pas de structure politique d'opposition en Iran.
Parce que depuis 43 ans, ils ont tout fait pour qu'il n'y en ait pas. Donc il n'y a pas de parti politique en Iran, il n'y a pas de syndicat, il y a pas de... On disait souvent pourquoi, oui, et si ces Iraniens commencent à faire la grève dans le secteur pétrolier, ça va faire tomber le régime. Sauf que faire la grève en Iran, contrairement à la France, c'est pas un droit. Donc vous faites la grève, vous n'êtes pas payé. Pour des ouvriers qui ne sont pas payés déjà depuis 6 mois, ça peut être embêtant. Donc oui, il y a effectivement peut-être un travail, mais qui est fait. Mais ils doivent continuer à le faire pour structurer l'opposition, pour s'unir aussi. Hein. Il y a des oppositions, il n'y a pas une seule opposition, il y a des oppositions, ils doivent pouvoir se parler, se mettre d'accord, fixer des objectifs, mais c'est un travail qui est en train de se faire. Après, sur l'avenir de l'Iran, encore une fois, je suis très optimiste parce qu'on voit ce qui se passe. Là, encore une fois, je prenais par exemple l'exemple des caricatures. Par exemple, les années 80, je pense que ça aurait beaucoup plus choqué, les caricatures de Charlie. Ça aurait rendu les gens peut-être vraiment énervés. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce que je pense que voilà, il y a quand même eu toute cette évolution. La société iranienne, les années 50, 60, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les Iraniens, en grande partie, c'est des citadins. Ils ont fait des études, hein, même en grande partie. Moi, à l'université de Téhéran, j'ai fait des études d'ingé. Notre major de promo, c'était une fille. La majorité des étudiants aussi, c'était des filles. Donc en fait, on est quand même face à une jeunesse très éduquée. Leurs parents aussi, hein, c'est pas que la jeunesse, nos parents aussi, c'était le cas. Donc voilà, on voit quand même une évolution très positive. Après, bon, je ne vais pas vous mentir, à court terme, je suis quand même très pessimiste, dans le sens où je pense qu'à court terme, il y aura un bain de sang, sans vouloir faire un parallèle, parce que c'est absurde, mais ça sera un peu comme 1789, quoi, comme la Révolution française, ça va être énervé. Je pense que ça va être vraiment... Parce qu'ils ne vont pas partir, ils ont nulle part à y aller. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même on a tendance à l'oublier, ils ont une toute petite minorité de gens complètement fanatiques, idéologiques, qui croient vraiment à cette histoire du représentant de Dieu. Et après, il y a aussi des Iraniens, malheureusement, qui ont leur intérêt économique lié au régime, qu'ils ne sont pas, pour le moment, après eux, ça va être les plus faciles, eux, ils lâcheront l'affaire quand le jour arrivera. Mais on a quand même une minorité de fanatiques en Iran aussi. Donc, à court terme, malheureusement, il y aura plus d'exécutions. C'est pour ça que c'est important aussi notre rôle ici d'en parler. Je pense que les puissances occidentales, les chancelleries, le Quai d'Orsay, nos diplomates peuvent mettre plus de pression. Je suis persuadé qu'ils peuvent sauver des vies. Et le fait d'en parler aussi, nous, dans les médias, ça peut quand même sauver des vies. Il ne faut pas avoir l'impression que ça ne sert à rien. Merci Farid. Je vais me tourner maintenant vers la salle pour un tour de questions, si le public a envie de poser des questions avant de passer après à la fresque collective et au vernissage de l'exposition. Et je crois qu'il y a des micros qui doivent passer s'il y a des questions. Oui. Alors, il y a un micro qui va arriver. Bonjour, merci pour vos interventions. J'ai une question à Farid, ou d'ailleurs à vous aussi probablement. Comment réagit le monde musulman, chiite ou sunnite, face à cette demande des femmes de abat les voiles, azadi, etc. Que se passe-t-il? Donc, le monde musulman, oui, c'est une question géopolitique, un peu. C'est une très bonne question, mais ouais, en fait, c'est vraiment une très bonne question, mais il faut comprendre que l'Iran, ça a toujours été un pays à part dans ce qu'on appelle en France le monde musulman. On appelle le monde musulman le monde arabo-musulman, je ne sais pas trop moi ce que ça veut dire, mais bon, si on parle des pays de la région, l'Iran c'est quand même un pays à part, pas parce qu'on parle persan, qu'on n'a pas la même langue, mais bon, c'est quand même une histoire très différente avec une sociologie très différente. Mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, ça influence les autres pays. Et d'ailleurs, le slogan « Femme dit liberté » ne trouve pas son origine en Iran. Il trouve son origine dans les mouvements kurdes en Turquie, en Syrie. Donc, voilà, c'est comme ça que ça arrive en Iran. L'exemple a été dit par Shakibo. Je pense que, dans une certaine mesure, le mouvement révolutionnaire en Iran a pu influencer, donner, pas l'exemple, mais en tout cas de toucher l'impulsion. Oui, des Afghans. Mais effectivement, dans les autres pays de la région, moi, j'ai pas l'impression que ça touche particulièrement, que ça génère quelque chose. Et ça ne m'étonne pas, parce que, bon, vous l'avez dit, même si les Iraniens aujourd'hui, paradoxalement, sont beaucoup moins croyants et pratiquants qu'avant la révolution islamique, c'est quand même
incroyable, hein, parce que l'idée de la révolution islamique, de leurs partisans, c'était d'avoir une société islamique. Bon, c'est plus du tout le cas. Mais c'est quand même un pays de tradition chiite, avec d'autres traditions, hein, zoroastriennes et autres personnes. Et les autres pays de la région, bon, ils ont d'autres traditions, ils sont beaucoup plus attachés à la tradition. Et donc ils ont vraiment une autre forme d'islam, leur clergé est structuré différemment, les sociétés sont différentes, ils ont des problématiques différentes. Moi j'ai vu quand même le slogan Femmes, vie, liberté un peu à Jérusalem, au Liban, mais voilà, j'ai pas l'impression pour le moment que ça génère un mouvement féministe, si c'est votre question, en Irak ou en Arabie Saoudite ou en Algérie. J'ai pas vu ça. Et en même temps, ça m'étonne pas plus que ça, parce que l'Iran influence à long terme ce qu'on appelle, nous, les Iraniens, on appelle le monde iranien, ça veut dire les pays qui anciennement parlaient persan, donc le Caucase, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Asie centrale. Mais voilà, je pense pas que dans l'immédiat, ça va, j'espère, hein, j'ai pas l'impression que dans l'immédiat, ça va générer un mouvement féministe dans les pays arabes de l'Asie de l'Ouest. J'ai envie de rebondir. Oui, Chakima. Voilà. Merci beaucoup, Farid. Alors, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en Iran, les Afghans sont installés depuis vraiment très, très longtemps. On est aux 3e génération des Afghans qui sont nés et grandis en Iran. Enfin, moi-même, je suis née et grandie en Iran. Donc, je me sens en partie iranienne. Et je me sens, enfin, aujourd'hui, je me sens hybride, mais en même temps, j'ai des origines iraniennes, afghanes, et je suis citoyenne du monde, en quelque sorte. Donc, c'est les Afghans qui sont nés et grandis en Iran. Si il s'agit de la jeune génération, en fait, ces personnes-là soutiennent à l'étranger et à l'intérieur de l'Iran la révolution iranienne. Après, en ce qui concerne les couches différentes qui ont eu peut-être un passage par l'Iran où ils étaient persécutés et torturés peut-être par le régime, par la République islamique de l'Iran, ça c'est différent. Ils ont un trauma qui est lié à leur histoire de l'exil. Ils ont été prisonniers, envoyés dans les camps de travaux forcés et parfois, je ne sais pas, vraiment de traitements inhumains sur les frontières entre l'Iran et l'Afghanistan et même l'Iran et Turquie. Donc ces personnes-là n'adhèrent absolument pas à la révolution iranienne et j'ai même entendu que pourquoi on doit les soutenir, qu'ils meurent parce que ils nous ont beaucoup torturés, ils nous ont rendu la vie impossible en Iran. Je voudrais aussi rajouter une autre chose, que en Afghanistan, c'est compliqué à dire. En Afghanistan, les gens sont un peu mitigés. On pense que les talibans sont en contact avec le gouvernement iranien et que les deux se soutiennent mutuellement. Donc, c'est compliqué aujourd'hui pour les Afghans de prendre position aussi. Voilà. Je vois qu'il y a une autre question. Oui, bonjour, merci beaucoup. C'est passionnant. J'ai quelques petites questions, mais elles ont toutes un point commun. Je suis beaucoup ce qui se dit et les échanges qu'il peut y avoir sur Twitter au niveau justement des personnes en Iran, alors en utilisant le traducteur, donc c'est parfois approximatif. Mais ce qui me frappe, c'est la volonté d'avoir un soutien et comment l'Occident peut réagir pour soutenir aujourd'hui la révolution. Et j'ai à la fois, ce que je constate à la fois, c'est comment est mis en avant que le fait que le régime des ayatollahs tombe, eh bien, ça aurait un impact dans tout le Moyen-Orient à travers justement les milices et autres. Et donc, ils appellent à ce soutien pour une paix plus générale. Donc, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. L'autre point, c'est la question des sanctions.
Donc ils appellent beaucoup, non pas à des sanctions économiques, mais beaucoup plus à la rupture des relations diplomatiques, au fait que les gardiens de la Révolution soient sur la liste des associations terroristes. Hein. C'est une des discussions qu'il va avoir lundi. Et là aussi, sur les sanctions, sur ce à quoi il faut appeler, voilà, quelles sont vos positions. Et là, je pense que ça s'applique à vous trois. Merci beaucoup. C'est des très bonnes questions. Très techniques. Hein. La question des sanctions est très technique. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même c'est pas le sujet de notre débat ce soir, mais il y a le dossier nucléaire iranien qui traîne quand même. Il y a eu un accord en 2015, après des années de négociations. Trump est sorti de l'accord. Le gouvernement en Iran a changé. Il y a eu de nouvelles négociations, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, de toute façon, tout a changé. Pour le coup, les Iraniens, je ne pense pas qu'ils soient favorables aujourd'hui à un nouvel accord. Mais ce qui pose quand même un gros problème à nous ici en Occident, je n'ai pas pour le coup envie d'être à la place de nos analystes au Quai d'Orsay ou au ministère des Armées, c'est comment empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Parce que je pense que personne n'a envie que la République islamique ait l'arme nucléaire. Parce qu'eux, ils continuent quand même leurs activités nucléaires. Sur la question des sanctions, je pense qu'on a quand même fait fausse route pendant plusieurs décennies. Parce que les sanctions qu'on a imposées à l'Iran, ça a grandement touché la population iranienne. Et pour le coup, là, ça a fait disparaître presque la classe moyenne iranienne. Donc, c'est des sanctions qui ont fait beaucoup de mal aux Iraniens, qui ont appauvri la société iranienne. Et paradoxalement, ceux qui sont proches du régime en Iran sont touchés par les sanctions, mais pas tellement, en fait. Parce que les sanctions, ça veut dire le départ des entreprises françaises, occidentales, et du coup, ça veut dire un monopole pour ceux qui sont proches des gardiens en Iran pour faire du business avec les Chinois et les Russes. Donc, c'est quand même une question très technique, les sanctions. Il faut réfléchir sur les sanctions, avoir un peu plus d'imagination, voir comment on peut sanctionner pour faire mal aux représentants, aux responsables du régime, sans faire mal forcément à la population iranienne. Mais après, il y a toute une idéologie derrière. Hein. Aux États-Unis, ceux qui ont imposé les sanctions, la stratégie de pression maximale, c'est parce qu'ils pensaient qu'en faisant très très mal à la population iranienne économiquement, les gens vont sortir dans la rue et vont faire une révolution. Bon, moi, je n'adhère pas du tout à cette pensée-là. Les Iraniens, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils attendent quand même une réaction de la part de la communauté internationale, surtout quand on voit les exécutions, la répression. Donc, vous avez donné vous-même les pistes. Hein, les pistes qui sont évoquées par les Iraniens, c'est déjà de mettre les gardiens de la révolution dans la liste des organisations terroristes. Ce qui se comprend, hein, quand on voit qu'il y a 2 jours, et ils appellent quand même très directement au meurtre des journalistes Charlie. Bon, ça serait pas... Je pense que c'est une bonne mesure. Après, encore une fois, c'est technique, mais bon, on peut réfléchir pourquoi c'est technique. Moi, je prends l'exemple, il y a des millions d'Iraniens, de jeunes Iraniens en Iran qui passent leur service militaire. Bon, ceux qui ont passé leur service militaire avec les gardiens, quand on va les mettre dans la liste des organisations terroristes, ça craint un peu pour eux. Donc, il faut quand même réfléchir à tous ces détails-là, mais moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'ils ajoutent cette organisation, parce qu'ils sont allés comme très très loin dans la répression et même là dans la menace de meurtre des journalistes en Occident. Les autres pistes, c'est qu'on a quand même les moyens limités aussi. En fait, il faut comprendre aussi que la République islamique s'est préparée pour ce jour-là aussi. Eux, ils ont ce qu'ils appellent la philosophie du regard vers l'Est. Donc, quand vous parlez à un ultra-conservateur ou quand vous écoutez un ultra-conservateur iranien, il dit non, mais je sais que l'Occident, c'est pas nos amis, c'est perdu. Mais après, il va dire, lui, il le pense vraiment. Il dit que le XXIe siècle, c'est la fin de l'Europe. Le XXIe siècle, c'est le siècle de la Chine. Donc eux, ils ont tout parié sur la Chine et la Russie. C'est pour ça qu'ils envoient des drones à l'Ukraine. C'est pour ça qu'ils vendent du pétrole aux Chinois. Et je pense que si nous, on veut être vraiment sincères avec nous-mêmes et mettre des sanctions qui vont faire mal au régime, faut comprendre aussi cet axe qui se constitue entre les pays autocratiques de l'Est de la planète. Il y a une question juste ici. Voilà, on va prendre une dernière question. Excusez-moi. Oui, je suis Jean-Pierre Plagnard, donc moi je suis adjoint à la maire du 9e. Donc déjà, effectivement, on est très heureux que vous soyez là ce soir. Enfin, c'est vraiment une grande chance de pouvoir parler de ces sujets-là avec des experts comme vous. Moi, je voudrais revenir quand même aussi un peu sur les sanctions. J'ai eu la chance d'aller 2 fois en Iran. Et l'Iran, je trouve que c'est, pour un observateur, un pays assez déroutant. Parce que, bon, je connaissais un peu avant les dictatures communistes d'Europe de l'Est. Et la différence, c'est qu'on a quand même l'impression, effectivement, que les gens peuvent vivre beaucoup plus simplement que, par exemple, jadis en Allemagne de l'Est ou dans ce genre de pays.
Et justement, moi, la question que je voulais revenir sur les sanctions, quand même, parce que ça, c'est un sujet majeur. Comme vous l'avez dit, en fait, les sanctions ont fait que l'ensemble de toutes les entreprises occidentales sont parties d'Iran. Est-ce qu'effectivement, le fait de faire revenir ces entreprises en Iran et donc recréer finalement du mouvement ne pourrait pas être bon pour la société iranienne? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même justement cette soupape qui n'existait pas dans le bloc de l'Est, c'est-à-dire que dès qu'un opposant trouve que c'est insupportable, il s'en va. Et voilà, donc ça n'existait pas jadis dans l'Allemagne de l'Est. Mais en Iran, il y a ça. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, un peu comme le judo, c'est-à-dire utiliser ça en disant, bon, écoutez, chiche, on va vous envoyer effectivement plein de gens qui vont faire plein de business en Iran, et donc ça va aider la société à être plus, enfin, vous voyez, d'être plus en action en fait, et donc un peu diluer finalement le sentiment religieux. Moi, non mais en 2015 j'aurais été d'accord avec vous, et 24 millions d'Iraniens aussi, c'est pour ça qu'ils avaient voté pour Rouhani et donc l'accord a été signé. Sauf qu'il y a plusieurs choses qui ont changé depuis. Et je comprends tout à fait le point de vue. Hein. Je comprends très bien ce que vous dites. Et c'est vrai que les Français, quand ils viennent en Iran, ils sont assez étonnés. Parce que, voilà, on voit qu'à Téhéran, il y a une vie, il y a une jeunesse, il y a une société civile. La ville, dans certains quartiers, est quand même très, très développée, hein, très propre, plus propre qu'ici. Hein. Donc oui, c'est vrai qu'on peut se dire, ah ouais, c'est bizarre quand même. Mais sur les... En fait, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que déjà, vous ne pouvez pas... Et moi, j'ai été quand même partisan de la fin des sanctions, mais vraiment. Bon, j'étais partisan, j'étais personne, j'étais un jeune. En 2009, je n'avais même pas le droit de vote. Mais bon, j'ai quand même grandi en Iran, et c'est vrai qu'on voulait quand même la fin des sanctions. Aujourd'hui, c'est très différent. Imaginez un instant, vous avez un régime qui exécute quand même des jeunes, qui tue des gens dans la rue, qui viole des filles dans les prisons. Moi, j'ai quand même du mal à imaginer la ministre Colonna aller serrer la main du ministre des Affaires étrangères d'Iran, parce qu'un accord, c'est quand même, c'est ça aussi. Et les ultra-conservateurs qui sont en ce moment au pouvoir en Iran, même s'ils signent un accord, et là, je connais très bien le sujet, on peut en parler pendant des heures, pourquoi il n'y a pas eu d'accord déjà, parce que les Européens, l'UE et Biden, ils ont quand même, à un moment cet été, ils voulaient signer l'accord, parce que la guerre en Ukraine, d'hiver, on a besoin de gaz et de pétrole. Et c'est les Iraniens qui n'ont pas voulu signer. Parce que les ultra-conservateurs-là, même si vous signez un accord avec eux, ils ne vont pas vous inviter à aller en Iran. Ils ne veulent pas de Peugeot Citroën ou de Total en Iran. Ils veulent des Chinois, des Russes. Et ils ont une haine, mais vraiment profonde, des Occidentaux. Ceux qui sont au pouvoir en Iran. En 2015, c'était... Je fais la nuance, hein, même si aujourd'hui, c'est plus à la mode de faire la nuance. 2015, c'était autre chose. Aujourd'hui, aller signer un accord, je ne pense pas qu'ils vont inviter les entreprises européennes à aller s'installer en Iran. Donc, ce que vous dites, ça va pas arriver. Sauf que si vous signez aujourd'hui un accord, alors vous donnez le sentiment que les Européens, pour le coup, ils ont vraiment zéro valeur, quoi. Ça veut dire, après une répression sanglante, on va quand même venir faire du business avec vous. Donc sur l'accord nucléaire, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, mais il fallait faire preuve de plus de courage en 2018. Quand Trump est sorti de l'accord, les Européens devaient dire, nous on reste. Mais ils sont partis. Et maintenant c'est trop tard pour revenir parce que tout a changé. Mais par contre, ils envoient quand même leurs enfants étudier en Occident, les mêmes chefs d'État iraniens. Pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est quand même absolument incroyable que certains militants en Iran ont beaucoup de mal à obtenir un visa pour venir ici vous parler. Et les enfants des responsables du régime, et moi je dis pas ça comme ça, hein, ils fêtent leur mariage à Saint-Tropez. Donc il faudrait peut-être réfléchir à ça aussi. Ouais. Tu veux réagir, Shakiba ? Pas par rapport à l'Iran, juste par rapport à l'Afghanistan et les sanctions qui n'ont pas fait vraiment des effets. Moi, je pense qu'arrivée des talibans, moi je le compare à l'histoire de Iliad. C'était un cheval de Troie. Parce que, en fait, les Occidentaux ont commencé, pas tout le monde, pas tous les pays, c'était les Américains qui ont commencé à négocier avec les talibans à Doha. Tout le monde regardait, l'Occident était peut-être partenaire, ils soutenaient quand même les Américains parce qu'ils ne s'opposaient pas, les Occidentaux ne s'opposaient pas. Donc les talibans arrivent, plusieurs centaines de milliards d'armes sont laissés juste comme ça dans les mains des talibans.
un État dont les chefs, les grands chefs Anas Haqqani étaient sur la liste de Guantanamo. Il a passé quand même à Guantanamo et bam, il arrive pour gouverner un État islamique en Afghanistan. Pourquoi déjà vous les avez pourchassés et pourquoi vous les avez libérés? C'est ce qu'on se pose. Donc vraiment pour nous, c'était le cheval de Troie qui est arrivé comme ça, avec, je ne sais pas, pour parler de paix, on va faire la paix, tous les peuples afghans ensemble, comme ça on se débarrasse et basta, c'est fini, on rentre chez nous. Donc après, ils ont commencé à faire des petites sanctions qui n'ont absolument pas fait d'effet. Et je vais parler par exemple du génocide des Hazaras en Afghanistan. Une population, une des ethnies en Afghanistan qui a été persécutée depuis plusieurs années et même pendant l'époque des royautés. Je vais parler de Amir Abdurrahman Khan, qui a commencé à persécuter le peuple hazara à l'époque. Et en fait, cela, de manière héréditaire, est arrivé jusqu'à les descendants. Voilà. Donc, vu que la population hazara installée en Occident ont décidé de protester, d'organiser des manifestations pour aller crier « Stop Hazara Génocide » ou « Génocide » et avoir de l'attention. Parce que sinon, on n'est pas reconnu. Ce genre de hégémonie ou génocide n'est pas reconnu tant qu'on ne le crie pas fort et longtemps aux oreilles de la communauté internationale. Et cela a permis quand même d'avoir un petit peu d'attention. États-Unis a envoyé 2 drones. Ils ont lâché sur, je ne sais pas, les sites talibans. Et bam, maintenant, on respire un peu tranquillement. Sinon, c'est-à-dire que en fait, les talibans ne calculent personne, personne n'est pris en compte, mais quand même, les Occidentaux, les Américains, ils ont encore un peu de pouvoir. Et comment on l'utilise, c'est à savoir. Il faut réfléchir correctement. Il est 19h30 passé. Je voudrais remercier chaleureusement nos 3 intervenants. Merci beaucoup. Remercier aussi les dessinateurs et dessinatrices qui ont illustré la soirée. Et remercier encore à nouveau le Centre Paris à Nîmes et évidemment Cartooning for Peace. Merci à vous et on se retrouve à l'extérieur pour la fresque collective.